Bonjour, je m'appelle Josiane Escudero et je suis née en France, il y a pas mal de temps déjà. En 1990, ma seule et unique enfant, je suis maman célibataire, a été malheureusement atteinte d'une grave maladie auto-immune. Et donc, elle a failli mourir. Et je me suis arrêtée de travailler pour m'occuper d'elle. J'étais travailleur indépendant. Et tous les commerçants, artisans et professions indépendantes savent ce que c'est que de payer des cotisations. Alors imaginez quand vous en avez et que vous n'avez pas de rentrée d'argent. Ma fille est tombée malade et le diagnostic c'était myopathie inflammatoire, donc une grave maladie auto-immune. Elle ne pouvait plus rien faire. Nous avions 4 étages sans ascenseur. J'ai demandé une rez-de-chaussée, mais j'y avais pas droit. Je n'étais pas les amis de mes amis, je n'étais pas une fonctionnaire et je ne faisais pas partie des entreprises du CAC 40 ou soi-disant le 1% patronat. Donc on n'était pas prioritaire. En même temps que sa maladie s'est déclenchée, ma fille a été atteinte d'un sinus spinolidal. Je pense que c'est à peu près comme ça qu'on doit dire. Et bien évidemment, avec la cortisone, elle était inopérable. Il fallait attendre 6 mois après la fin de l'absorption de cortisone. C'est ce qui a été fait. Durant tout le temps de ces problèmes de santé importants, c'est moi qui avais arrêté de travailler, donc comme je l'ai dit précédemment, et qui l'accompagnait en voiture. Nous allions à l'hôpital, Rangueil, à Toulouse, à peu près toutes les semaines. Et chaque fois, il fallait monter et descendre ma fille sur le dos les 4 étages. Lorsqu'elle a été opérée du sinus spinolidal, cette opération, à l'époque, en 90, ne permettait pas que l'on ferme l'endroit de l'intervention. Donc, on devait les laisser ouverts. La plaie devait se refermer toute seule, elle mettait à peu près 2 mois. Et le reste du temps, elle coulait et il fallait des soins infirmiers. Quand j'ai voulu ramener ma fille à la maison, à l'hôpital, les infirmières m'ont dit « Écoutez, vous ne devez pas asseoir votre fille. » Ma fille, elle ne peut pas s'asseoir, c'est bien, elle ne peut pas se coucher. Et comme on a 4 étages sans ascenseur, comment va-t-on faire? Il me faudrait une ambulance. « Ah non, mais vous comprenez, mais c'est trop cher, mais vous n'avez pas droit et vous n'allez pas pouvoir en sortir. » L'infirmière ne voulait surtout pas me faire dépenser cet argent monstrueux. Et j'étais obligée de me mettre en colère et j'ai dit, écoutez, c'était en 1990, déjà on avait des restrictions sur le budget à la sécurité sociale. On m'a dit, j'ai dit à cette infirmière, écoutez, à Toulouse, dans le centre-ville, il y a des maisons qui ont 6 étages, des anciennes maisons toulousaines, des petites, maisons en hauteur. Il y a des escaliers tout petits, en rond, qui montent 4e, 5e, 6e, il n'y a pas d'ascenseur. Si une personne âgée qui a toujours vécu là décède, est-ce que les croque-morts vont balancer le corps par la fenêtre? A dit l'infirmière, quand même madame. J'ai dit oui. Ma fille elle est vivante et elle a droit à une ambulance. Et à ce moment-là, l'ambulancier qui a été appelé nous a expliqué que ma fille avait droit au transport en ambulance puisqu'elle avait une si grave maladie qui rentre dans cette fameuse liste des maladies très grave. Elle est encore plus grave, sa maladie, que la mienne. En 2005, avec la chance qui caractérise les gens de ma famille, c'est moi qui étais atteinte d'une maladie auto-immune. Pas de chance, mais c'est ça dans ma famille. Du côté paternel, nous avons cette malchance d'avoir des maladies auto-immunes. Ma fille, c'était en 90, elle avait tout juste 20 ans. Moi, en 2005, j'en avais 55. Le diagnostic, CEP, sclérose en plaques progressive primaire. Au début, ça a été, pendant quelques mois, j'ai pu continuer à conduire. Mais ensuite, c'était plus possible. J'ai donc dû vendre ma voiture. Et je n'ai plus de véhicule depuis 9 ans maintenant, 9 ans et demi. Donc je suis à la merci des ambulances ou de qui voudra bien m'amener à l'hôpital. Dernièrement, comme je porte un appareil pour marcher, puisque ma jambe droite refuse l'articulation de la jambe droite,
ne veut pas soulever le pied, j'ai un appareil, un releveur de pied comme on dit. Et pour cela, tous les ans, j'ai le droit d'en avoir un nouveau. Et je dois aller chez un prescripteur, enfin un orthopédiste qui réalise cela. Et pour cela, eh bien, j'ai droit au transport en ambulance. La dernière fois que j'ai appelé l'ambulancier pour m'accompagner chez l'orthopédiste, j'ai dû en appeler 11. Vous avez bien entendu, 11. Parce que j'avais rendez-vous à 15h30. Et à 15h30, ces gens-là ne se bousculent pas pour venir s'occuper des personnes comme moi, quoi. Eux, ils ont l'habitude, les VSL, les ambulances VSL, de prendre en charge les personnes qui ont ce qu'on appelle un abonnement, c'est-à-dire des enfants qu'on doit amener tous les matins dans les centres d'enfants handicapés. Et nous, voilà, qui que nous soyons, quel que l'âge que nous ayons, on a droit à être dans ces ambulances uniquement que si jamais on a la grande chance pour les ambulanciers d'être transportés dans un brancard avec 2 ambulances. Et oui, figurez-vous que la sécurité sociale ne prend en charge que le trajet. Si à Toulouse il y a des embouteillages, eh bien, que l'ambulancier reste 5 minutes dans l'embouteillage aux 3/4 d'heure, la sécurité sociale remboursera un trajet. C'est pour ça que les ambulanciers toulousains ne veulent pas transporter les personnes malades. Alors il faut prendre le Mobibus. Mobibus c'est très bien aussi, c'est un transport pour les personnes handicapées à mobilité réduite. Le Mobibus ce n'est pas un taxi. Quand vous donnez rendez-vous, il vient vous chercher 5 minutes avant ou plus tard 10 minutes en retard après. Ce n'est pas grave ça, c'est supportable. Il vient vous chercher et il vous amène là où vous voulez aller. Mais en même temps, vous devez donner aussi l'heure du retour. Sinon, vous restez sur place si vous n'avez personne pour vous ramener. Donc, à peu près, il faut calculer pour savoir à quelle heure vous aurez terminé votre consultation. Il faut tenir compte du retard éventuel du praticien. Ou alors, il n'en a pas. S'il en a, eh bien, vous risquez fort de n'être pas passé devant lui, puisque le rendez-vous de Mobibus, il est vraiment impératif. Si vous avez la malchance que le patricien était tellement en retard qu'il va vous prendre au moment où, vous savez que dans 5-10 minutes, le transport handicapé Mobibus en région toulousaine va venir vous chercher, inutile d'aller à la consultation parce qu'on va vous laisser en plan. Donc voilà. Ce qui fait que quand on prend le Mobibus, d'abord c'est assez cher, c'est 3,14 € l'aller et autant pour le retour. Alors que quand vous êtes transporté en ambulance, vous n'avez que 2 € à payer de votre poche pour l'aller et 2 pour revenir. Là, le Mobibus est un peu plus cher. Mais en même temps que vous allez payer de votre poche, vous allez devoir rester demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure à attendre qu'on vienne vous chercher. Regardez le temps perdu. Ah, il faut être vraiment patient quand vous êtes malade. Et alors voilà-t-il pas que la dernière fois dont j'ai fait venir l'ambulance après en avoir appelé 11, j'ai appris que pour être sûr et certain d'être transporté par les ambulanciers, il valait mieux avoir un rendez-vous à 10 h du matin. Voilà. Les enfants sont rentrés à l'école et puis ils sont un peu plus disponibles, ces gens-là, pour amener les autres. Et oui, c'est comme ça. Donc, je vais voir, j'appelle le secrétariat du médecin. Alors, il faut dire que notre médecin que nous avons eu pendant quelques années est parti à la retraite il y a un peu plus de 2 ans et demi. Il était merveilleux ce médecin. Il était vraiment extraordinaire. Je l'appelais le soir et je disais, docteur, vous pouvez passer. Le lendemain matin, il était là. Celui que j'ai choisi, il assure les remplacements quand il en a envie. Ah oui, il y va entre midi et 2. Mais il a 1 heure ou 2 heures pour faire les visites à domicile. Donc, si ça dure plus longtemps, le suivant, il n'aura pas le plaisir d'avoir la visite. Ça m'est arrivé d'attendre le médecin et qu'il ne vienne pas. Parce qu'il y avait soi-disant une urgence. Voilà. Alors ça peut être remis le lendemain, quoi. Il fait tout son mieux pour pouvoir le venir le lendemain. Mais bien sûr, il arrive en coup de vent. Et nous, on est deux. Deux à avoir ces fameuses maladies gravissimes qui sont mieux prises en charge par la sécurité sociale.
Mais pensez donc. Le mercredi, le médecin que nous avons pris, il fait de la mésothérapie, ou vous voyez, de la kiné, je ne sais plus trop comment on l'appelle là. Donc, impossible d'aller le voir, et il a pris tellement de rendez-vous, il a un planning tellement serré, que c'est pas la peine d'aller lui demander quoi que ce soit. Le vendredi, je crois qu'il n'est pas là. Alors comme il se sur son papier, en tête, il a marqué aussi médecine du sport, je suppose que le vendredi, il doit aller masser les sportifs quelque part. Quand on appelle son standard, ben, par exemple, moi cette semaine, je l'appelais jeudi. Pendant toute l'après-midi, pendant 7-8 minutes, je laissais sonner. Avant de comprendre à la troisième fois que bon, c'était pas la peine, elles ne sont pas là, les filles du standard. Donc le vendredi, j'ai réussi à les avoir assez rapidement, au bout de 3 minutes d'attente. Et alors il faut expliquer pourquoi on veut que le médecin fasse ça. Comme si ces femmes-là, elles avaient fait tant d'années de médecine. Donc je lui ai dit, j'aimerais bien, lundi matin, exceptionnellement, j'avais quelqu'un qui pouvait m'amener, aller chercher le bon de transport ambulance. Et pour aller faire améliorer mon orthèse nouvelle qui me fait mal. Et alors, je dis, je viendrai lundi matin à 10h. Le lundi à 10h, comme je devais aller faire un peu de marche au bord du canal du Midi, en revenant, on s'est arrêté avec la personne qui me transportait, chez le médecin. Et je suis allée à l'endroit où je pensais que je trouverais accroché, suspendu, un bon de transport. Il n'y avait rien. Fort heureusement, le médecin raccompagnait quelqu'un. Et il m'a vu, il m'a aperçu. Il me dit, oui. Ben, j'ai dit, docteur, on vous a pas dit qu'il fallait me faire un bon de transport ambulance? Ah, il me dit, oui, non, je fais pas ça, moi. Si je n'ai pas le jour du rendez-vous, je fais pas de transport. Et j'ai comment, j'ai dit, moi, la dernière fois, j'appelais 11 transporteurs ambulanciers, VSL, taxi et tout ça. 11, j'ai dit, avant de trouver quelqu'un. Alors, si j'ai le jour du rendez-vous avec le transport en ambulance et que je ne trouve pas l'ambulancier, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est comme ça, la sécurité sociale, nanani, nanana, et voilà. Alors, j'ai dit, mais et comment je fais? Et il me dit, c'est simple, ayez l'heure du rendez-vous, et après, j'aurai le bon de transport, je ferai votre bon de transport. Le bon de transport. Et j'ai dit, mais j'ai personne pour venir me le chercher. Il va falloir que je vous fasse venir chez moi pour une visite. Ah, mais je passerai si j'ai le temps. Si j'ai le temps, m'a-t-il dit. Voilà. Je suis sortie. Et bien, comme on dit, en vieux français, des Français, des anciens, français, gros gens comme devant. Voilà. Alors, la France a le meilleur système de santé au monde. Et quand on est pauvre, on vous vient en aide. C'est formidable ce qu'on peut vous venir en aide. C'est incroyable. Seulement, il y a des gens qui oublient un peu trop que c'est la France d'en bas qui se met en colère. Et quand elle se met en colère, elle prend la République. Elle va à la Bastille et elle prend la Bastille. Et elle coupe la tête au roi, qui n'en a rien à foutre des anciens, qui n'en a rien à faire des vieux, parce qu'il leur donne sans arrêt des taxes et des impôts. Déjà, ça a été augmenté du temps de Hollande, et on re-augmente la CSG. Elle était passée aussi sur les retraites, la CSG chez Hollande. Voilà. Sans cesse, on pille les retraités. Moi, j'ai commencé à travailler en 1964, j'avais 14 ans. Et oui. De 64 à 70, je gagnais très peu. Je me souviens, les 2 premières années, je gagnais 50 centimes de francs de l'heure. Vous imaginez un petit peu le montant de la retraite des 25 meilleures années? 50 centimes de francs de l'heure. Et de 64 à 70, il n'y avait pas de complémentaire. Le complémentaire a commencé à exister depuis les années 70. Et comme je suis quelqu'un de stupide, abruti et complète, et que je suis une pauvre, que je resterai toujours, j'ai eu l'idée en 1983 de devenir travailleur indépendant. Alors les cotisations, la TVA, bon, grâce au Premier ministre de l'époque, on nous a supprimé la TVA quand on ne gagnait pas beaucoup. Merci, M. Raymond Barre. Par contre, les cotisations, il fallait les payer. Et pendant des années, j'ai travaillé et j'ai payé les cotisations. Puis, comme j'ai eu cette maladie, on m'a mis en invalidité. Voilà ce qui s'est passé. À partir du moment où je me suis mise en invalidité, j'ai repris le travail 8 ans après, seulement, que ma fille avait été malade.
il faut 10 ans. Donc je n'ai pas touché une invalidité plein pot. J'ai touché que le minimum invalidité. Ils ne tiennent pas compte des années d'avant. Vous pouvez avoir cotisé 33 ans comme moi avant. Ils n'en ont rien à faire. À partir du moment où je m'étais arrêtée pour m'occuper de ma fille, je n'avais pas du tout droit à l'invalidité complète et totale. Il faut dire aussi que quand je me suis arrêtée de m'occuper de ma fille, je n'ai plus payé de cotisation. J'avais l'espoir, parce que je ne savais pas trop quelle est sa maladie, jusqu'où elle nous amènerait. J'avais l'espoir de reprendre le travail, et donc je ne m'étais pas fait radier de l'URSSAF. Et j'ai appris entre-temps que j'avais le droit que les allocations familiales payent les cotisations de retraite pour les personnes qui s'occupent d'un enfant handicapé. Et moi, je n'ai pas eu droit, parce que je m'étais fait radier. Ouais, je ne m'étais pas fait radier de l'URSSAF. J'avais toujours l'espoir de reprendre le travail. Donc j'ai perdu 8 années de cotisation de retraite de maman qui s'occupe de personnes, d'enfants handicapés. Ma fille avait juste 20 ans, jusqu'à l'âge de 21 ans, elle avait droit à des avantages pour enfants handicapés. J'ai pas eu droit à ces avantages. J'ai eu droit à rien du tout. Toute ma vie, je n'ai eu droit à rien du tout. Alors je touche 2 retraites. Une à la retraite du régime général, où j'ai travaillé pendant 19 ans et demi, les 25 meilleures années. Et puis après j'ai la retraite des travailleurs indépendants, où j'ai pas cotisé à l'assurance complémentaire, puisqu'elle n'a existé que 2010 par là. Et donc moi je commençais en 83. Résultat, sans compter, que chaque caisse de retraite se garde pour elle les avantages qu'elle doit vous servir. Moi, je me suis occupée de ma fille handicapée, ben, j'ai pas droit à ce petit 10% supplémentaire pour la retraite complémentaire que j'ai pu mettre de côté à partir du moment où j'étais travailleur indépendant et que j'ai été soumise donc à la retraite complémentaire. On a un petit bonus de 10% et je n'ai pas eu droit. Je n'ai pas eu droit aussi au bonus de 2 ans pour avoir élevé un enfant. J'ai jamais, voilà, toutes les caisses se gardent les avantages, je ne vous les donne pas. Résultat, je touche 2 retraites, je suis pleine d'argent. Je touche 2 retraites de 2 caisses différentes. J'ai commencé en 1964, on m'a mis à la retraite en 2010. Et comme je suis une abrutie complète, je continue à travailler jusqu'en 2015. Les cotisations de 2010 et 2015 ne viennent pas à mon avantage. Je les ai versées dans le vide, pour vous, pour ceux qui veulent. Pour tous ces étrangers qui viennent chez nous et qui ont besoin qu'on les soigne, parce que chez eux, on ne les soigne pas. Donc pendant 5 ans, j'ai versé les cotisations de travailleurs indépendants pour que dalle. Résultat, quand j'ai demandé ma retraite, 712 € par mois. Eh oui. Après tant d'années de cotisation, de travail difficile, sans allocation, sans aide, sans soutien, de quoi que ce soit, très peu. J'ai eu très peu d'allocations, parce que l'allocation de frais de garde, quand on me l'a donnée, elle était soumise à un enfant de moins de 3 ans, et ma fille, elle faisait 3 ans, 2 mois plus tard. Donc j'ai touché 2 mois l'allocation de frais de garde. Enfin, etc., etc. Et donc voilà, aucun avantage, rien. Les avantages, c'est comme je l'ai dit, c'est pour les gens qui ont de l'argent, qui ont des sous. Voilà. C'est pour les gens de la mondialisation, les bobos, les avantages acquis, comme ils ont les fonctionnaires. Mais nous, les pauvres, si on peut nous avancer encore plus, eh bien on le fait. Maintenant, j'habite dans une petite maison HLM. Vous vous rendez compte, je ne paie pas trop cher de loyer. Il y a 5 ans que j'habite ici. Avant, j'étais dans une villa pour avoir un rez-de-chaussée, parce que ma fille ne pouvait pas monter les escaliers. Et moi aussi, je venais de tomber malade et je n'avais pas à monter les escaliers. Donc la villa me coûtait 900 € par mois. C'est-à-dire le peu qui me restait, une fois qu'on payait les cotisations de travailleurs indépendants, ça passait à payer le loyer. Maintenant, j'ai une petite maison HLM. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai eu la carte d'invalidité. J'ai moi-même 80% d'invalidité. J'ai le droit au macaron. Et donc on m'a donné ça en 2010 à peu près. J'ai aménagé ici à Toulouse en 2006. De 2006 à 2010, on a payé 900 € de loyer. J'ai fait ma demande et on n'avait pas droit à la maison HLM. Résultat, mon premier dossier de demande HLM, je l'ai fait quand ma fille est tombée malade, en 92 à peu près, 2 ans après qu'elle était tombée malade. Nous étions à la campagne parce que j'arrivais plus à monter les escaliers, je n'arrivais plus à la porter sur le dos et j'étais partie très loin. Puisque je suis partie dans un endroit où les loyers correspondaient à ce que je pouvais mettre dans le loyer.
Je ne fais pas partie de la catégorie des gens qui louent des villas et qui payent la caution, et puis un mois, et puis qu'ensuite le propriétaire il doit courir après pour avoir les autres loyers. Moi j'ai toujours payé cash. J'ai jamais voulu que ma fille et moi se retrouvent sous les ponts, comme on dit. Et voilà. Et donc, si vous n'avez pas d'amis, si vous n'êtes pas fonctionnaire parmi les fonctionnaires, 21 ans et demi pour l'optation de la petite maison HLM, où je ne suis pas trop mal. Mais quand même, maintenant je dois me battre pour pouvoir avoir quelqu'un qui m'amène chez les spécialistes ou les médecins dont j'ai besoin. Alors, je recommence et je redis et je rappelle, un jour ou l'autre, les Français, ils reprendront la Bastille. On ne leur laisse pas le choix. Tout le monde ne fait pas partie de la mondialisation heureuse. Il y a des Français qui, en France, crèvent.